Bonjour à tous. Donc on va parler de l'imagerie des diverticules de l'urètre et je dois avouer que quand Alain Ruffion m'a contacté pour me proposer ce sujet, je suis passé par toutes sortes d'émotions en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Il y a l'urètre, il y a un trou, puis il y a un diverticule et voilà. Alors du coup j'ai dû beaucoup lire pour faire ce topo et finalement j'ai appris pas mal de choses. J'ai même trouvé une technique d'imagerie que je ne connaissais pas. Donc c'est ça que je vais essayer de vous partager ce matin. Alors on va séparer urètre féminin et urètre masculin. On commence par l'urètre féminin. Un tout petit mot d'épidémiologie. L'incidence est estimée dans les plus grosses études autour de 20 par million et par an. Ça c'est dans le comté de la Mayo Clinic. Ça fait 0,02% par an. On a un peu les mêmes chiffres sur des séries chirurgicales, avec une incidence qui serait en hausse, ou alors c'est juste le reporting qui se fait mieux dans la littérature. L'âge au diagnostic, c'est essentiellement entre 30 et 60 ans, avec un âge moyen, vous voyez, qui est autour de la quarantaine. 80% des femmes qui ont un diverticule ont eu des accouchements par voie basse, avec une parité moyenne qui est de 2,2. Et cette observation, eh bien, ça renforce l'hypothèse pathogénique principale qui est celle d'une origine plutôt traumatique, soit au cours d'accouchement, de chirurgie, ou alors une origine infectieuse avec une infection des glandes périurétrales qui ensuite s'ouvre dans la lumière urétrale et puis la poche constituée demeure. Il y a des diverticules congénitaux, ou en tout cas supposés tels parce que trouvés chez l'enfant, mais c'est relativement rare. Alors la clinique, vous savez ça mieux que moi, elle est polymorphe. Principalement une incontinence urinaire, en tout cas rapportée comme telle par les patientes, par des gouttes retardataires, des urgences mictionnelles, parfois une dysurie, des infections à répétition, des dyspareunies, et si le diverticule est assez gros, une déformation de la paroi antérieure du vagin. Anomalie du bilan urodynamique, 50% des cas. Les complications, eh bien, comme tout ce qui stagne un peu, tout liquide qui stagne, ça peut se surinfecter. Et puis vous avez deux complications assez spécifiques, des calculs de stase dans le diverticule, jusqu'à 10% de ces diverticules, et puis des tumeurs, qui sont rares mais classiques, avec tout un tas d'histologies variées, adénocarcinome, carcinome épidermoïde, ou tumeur érotique. Alors on va passer à l'imagerie, parce que je suis là pour ça, et l'aspect typique en imagerie, alors bien sûr dans l'imagerie il faut aussi, il y a l'endoscopie, mais ça vous êtes plus savant que moi, donc je vais passer rapidement. Sur le plan de l'imagerie seule, la première chose à laquelle on peut penser, c'est l'échographie, qu'elle soit par voie endovaginale ou par voie périnéale, avec une sonde superficielle, comme ce qui a été réalisé ici, là, directement une voie périnéale, et on voit le diverticule sous la forme d'une poche remplie de liquide. Certains, par contre, l'ostium est très difficile à voir en échographie, et certains ont même décrit des possibilités d'échographie permictionnelle, mais commence à devenir un peu scabreux. Ce qui fait que la technique la plus utilisée, à laquelle on pense la première, c'est la cystographie. On sonde la vessie et on va faire des temps mictionnels qui permettent l'opacification du diverticule. Comme vous pouvez voir ici, là il n'y a pas de discussion. On voit très bien l'urètre, le diverticule et son origine sur l'urètre. Ici un autre exemple. Mais la cystographie a quelques limites. Ça a été longtemps considéré comme le gold standard, mais l'orifice n'est pas toujours bien visualisé. On voit la poche qui se remplit, mais on ne sait pas trop par où, ni, on va dire, de façon radiaire exactement où est cet orifice. Et donc, elle ne serait vraiment diagnostique que dans 2/3 des cas. C'est pour ça que s'est développée une autre technique, et celle-là, je ne la connaissais pas, donc peut-être que vous connaissez, c'est l'urétrographie à pression positive. Alors, c'est assez astucieux, en fait. On va remplir un peu la vessie de contraste pour voir ce qu'on fait, et ensuite on va mettre un autre cathéter urétral qui est ici, avec un ballon qui
qui va être gonflé dans la vessie et qu'on va tirer contre le col. C'est fait pour bloquer le col. Et ensuite, un autre ballon qui, lui, est sur une gaine mobile, qu'on va pouvoir pousser sur le méa. Et donc, comme ça, et le trou de ce cathéter, il a un trou latéral que vous voyez ici, entre les deux ballons. Ce qui fait que le contraste va aller directement dans l'urètre, ne peut pas s'échapper vers le haut ni vers le bas, va mettre l'urètre sous pression et va permettre de dévoiler le diverticule si tant est qu'il ne s'opacifie pas très bien lors des temps mictionnels. Et donc voilà, c'est assez astucieux. Je vous montre quelques exemples. Vous voyez, donc il y a des publications pour dire que c'est plus sensible que la cystographie. On veut bien le croire. Hein. Là, vous avez un temps mictionnel où on voit pas grand-chose, on ne comprend pas bien. Et là, vous avez, donc il y a un ballon qui est caché dans le contraste de la vessie ici, l'autre qui est contre l'urètre, contre le méa ici. Et vous voyez qu'on voit très bien l'opacification du diverticule. Un autre cas de la littérature, ici aussi. Alors, le problème, c'est que du coup, j'ai mis une manipulatrice sur le coup et on ne l'a pas trop trouvé en France, ce cathéter. Et il est commercialisé aux États-Unis et il est très, très, très cher. Voilà. Alors, il y a une autre technique qui s'est développée, qui est l'IRM. Alors, l'IRM, elle a des avantages théoriques. Les premiers, c'est que ce n'est pas invasif. Le deuxième, c'est qu'on va pouvoir voir non seulement la lumière, enfin, on va voir tout l'environnement de l'urètre, alors que la cystographie est limitée à la visualisation de la lumière. Ensuite, on va voir de manière directe le diverticule sous la forme d'une poche liquidienne périurétrale. On va pouvoir avoir sa taille, sa distribution en 3 dimensions. Et puis surtout, on va pouvoir faire des diagnostics différentiels si cela est nécessaire. Et c'est devenu une technique de référence pour bien apprécier les diverticules, avec quand même une limite, c'est que je trouve, quoi qu'on en dise dans la littérature, que la communication avec la lumière urétrale, elle peut être difficile à affirmer et difficile à voir. Alors, quelques exemples. Ici, vous avez l'urètre normal. Alors, un urètre normal féminin, il a ses 3 couches. Vous avez ici un aspect sensible avec 3 couches. Et quand on va avoir un diverticule, on va avoir une image d'addition de forme et de taille très variable autour de cette urètre. Et alors, vous avez ici, vous voyez, il y a, dans la littérature, il a été, on a différentes catégories décrites, diverticules ronds, ovales, en croissant. Et en fer à cheval, on y reviendra là-dessus, comme ceci, assez fréquent, voire qui fait quasiment tout le tour de l'urètre. Alors voici quelques exemples, tout petit diverticule ici, juste en arrière de l'urètre que vous avez là. Ici un diverticule ovale, on va dire, qui repousse un peu l'urètre sur la gauche. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler des diverticules simples. Et puis vous avez ensuite des formes plus biscornues, comme ces fameux diverticules en fer à cheval. Vous avez l'urètre qui est ici. Et là, vous voyez le diverticule qui commence à faire le tour. Ici aussi, un diverticule qui fait le tour de l'urètre. Et puis vous avez ensuite, à force de faire le tour, eh bien ça va être quasiment à 360 degrés, des diverticules circonférentiels. Et on peut commencer à avoir des septa à l'intérieur avec des formes multiloculées, voire des formes extrêmement complexes où on a du mal à s'y reconnaître et à savoir comment ça communique à l'intérieur. Alors l'orifice, il ne faut pas s'attendre à avoir la grosse autoroute qu'on voit depuis la lumière de l'urètre jusqu'au diverticule. C'est vraiment des tout petits trucs. Il faut des coupes fines pour essayer de les voir. Et vous savez, l'IRM, ce n'est pas son point fort, les coupes fines. C'est des coupes toujours un petit peu épaisses pour qu'on ait du signal. Donc voilà, ce qu'il faut s'attendre à voir, c'est ce petit trait blanc là, ici. Ou alors ici, vous voyez qu'il faut un peu s'arracher les yeux et un peu... Voilà, ou encore ici où on a un trajet un peu incomplet, où vous avez ici, on voit le début de l'orifice, mais on ne voit pas forcément jusqu'au centre de l'urètre. Après les complications, l'IRM, et ça pour ça, c'est un très bon examen, puisqu'on va très bien voir les calculs de Stas, comme vous voyez ici, alors en position déclive. Voilà, ça c'est pas un nid de tyrannosaure, c'est un diverticule avec des petits calculs dedans.
Et puis l'autre complication, alors rare mais classique, hein, c'est la tumeur dans le diverticule. Ça c'est un cas de Lyon Sud, où vous avez un gros diverticule quasi circonférentiel. Et vous voyez, à l'intérieur, il est rempli par un processus tissulaire qui se rehausse de manière incontestable à l'intérieur, et donc qui était un adénocarcinome à cellules claires. Alors bien sûr, quand il y a des choses comme ça, il faut toujours quelqu'un pour faire une classification. Donc il y a des classifications qui ont été décrites. Alors la LNSC3, un peu compliquée, mais je vous la livre quand même. L, c'est pour localisation, donc soit distale, soit au milieu, soit plutôt proximale sur l'urètre. N, c'est le nombre de poches. S, c'est la taille. Et C3, ben, c'est les 3 C pour configuration, donc soit il est simple, en fer à cheval, multiloculé. Pour la localisation de l'orifice, et puis pour la continence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou non une incontinence urinaire des fois. Et puis d'autres ont dit, bon ça c'est un peu compliqué, on va faire simple. Et on peut classer les diverticules en simple ou complexe, avec comme élément de complexité une localisation proximale, plutôt vers le col, des diverticules en fer à cheval, circonférentiels, multiloculés, une taille de plus de 3 cm, et puis des complications, calcul ou tumeur. Et ça, on reverra, c'est assez pragmatique, et ça corrèle assez bien avec les résultats fonctionnels de la chirurgie. Alors il y a des diagnostics différentiels, on va essayer de les voir rapidement. Vous pouvez avoir des kystes dans le coin qui ne sont pas des diverticules, et je vous ai mis les 3 grandes catégories, kystes des glandes de Skene, de Bartholin et kystes de Gartner. Et puis vous pouvez avoir aussi des injections périurétrales qui peuvent en imposer pour un diverticule si on ne connaît pas les antécédents, évidemment. Alors les glandes de Skene, elles sont périurétrales, distales, sont tout au bout de l'urètre, elles sécrètent du mucus et elles sont paires. Et quand on peut avoir des kystes par obstruction du canal de la glande de Skene, et donc ça va se ballonniser en amont, bien sûr ça ne communique pas avec l'urètre. Et ce qui est caractéristique, c'est que c'est une localisation très distale, médiane, vraiment juste devant l'urètre. Alors voilà, ensuite les glandes de Bartholin, vous avez là, ce sont des glandes qui sont sur la sortie du vagin, sur la vulve, plutôt postérolatérale par rapport au vagin. Et donc les kystes, ils vont être distaux aussi, mais postérieurs par rapport à l'urètre. Et puis vous avez, alors non, voilà, j'y arrive, excusez-moi, 2 exemples. Ici, vous avez l'urètre qui est matérialisé par cette ligne. Et bien vous voyez que ce kyste-là, il est tout au bout de l'urètre, en face, ça c'est un kyste des glandes de Skene. Et ici, vous avez l'urètre qui est matérialisé par la ligne ici. Et vous voyez que ce kyste-là, il est postérieur, en face du vagin, et ça c'est un kyste des glandes de Bartholin. Ensuite, les kystes de Gartner, ce sont des kystes qui sont développés à partir de résidus embryonnaires qui sont dans la paroi du vagin, mais qui sont plutôt antérieurs, donc sur la paroi antérieure du vagin, donc en fait juste derrière l'urètre. Bien sûr, ils ne communiquent pas avec l'urètre et ils ne s'enroulent pas autour comme les diverticules. Et puis il y a des choses plus rares qui sont en fait des petits kystes plutôt post-traumatiques ou sur des sites chirurgicaux du vagin. Donc là, on avait vu un kyste des glandes de Skene, kyste des glandes de Bartholin. Eh bien, si vous regardez ici cette lésion, vous voyez qu'elle est postérieure par rapport à l'urètre, elle est sur la paroi antérieure du vagin, et puis elle est proximale. Et donc ça, c'est un kyste de Gartner. Pas toujours facile de faire la différence avec un diverticule dont on ne verrait pas la communication. Alors ça, c'est pour vous rappeler, hein, tout en bas, vous avez alors les diverticules le long de l'urètre, tout en bas, médian, les kystes des glandes de Skene, sur la paroi plutôt postérieure de l'origine du vagin, les kystes des glandes de Bartholin, et puis les kystes de Gartner, face antérieure du vagin, plutôt en haut. Enfin, les injections périurétrales, ça aussi, vous savez ça mieux que moi. Quand on injecte des trucs pour essayer autour de l'urètre de maintenir la continence, et après, si on n'a pas les antécédents, on peut penser à des diverticules. Alors, malgré tout, ça y ressemble pas vraiment, parce que vous voyez, c'est pas les matériaux qui sont utilisés ne sont pas vraiment liquidiens. Donc en T2, c'est pas blanc, vous voyez, c'est en isosignal plutôt.
Quand on injecte, ça serait au spa, mais ça peut faire des aspects un peu bizarres qui peuvent des fois faire discuter un peu un diverticule. Bien sûr, alors certains sont spontanément hyperdenses au scanner, et donc là, c'est fait. Alors juste un mot du pronostic. Bien, vous savez que le traitement de référence, c'est la diverticulectomie avec ou sans interposition de lambeaux. Et bien, ces fameux diverticules complexes de la classification un peu pragmatique, ça correspond finalement aux facteurs de récidive et d'incontinence urinaire post-opératoire. Donc les diverticules plutôt proximaux, les gros, et puis les diverticules en fer à cheval ou circonférenciés. On passe rapidement à l'urètre masculin. Donc juste un peu d'épidémiologie, c'est plus rare que chez la femme. Il y a des diverticules congénitaux qui seraient des troubles du développement du focaux du corps spongieux, ce qui fait que l'urètre fait une hernie par manque de support, ou alors des duplications urétrales avortées. Et puis il y a un lien un peu nosologique, un peu byzantin avec les valves de l'urètre antérieur, on va voir ça. Il y a bien sûr des diverticules acquis, le plus par traumatisme, et puis éventuellement en amont d'une sténose serrée. Ils sont essentiellement sur l'urètre antérieur. Les diverticules de l'urètre postérieur sont surtout en pédiatrie associés à des chirurgies rectales un peu compliquées. Et alors voilà une des plus grandes séries. Comme ça, vous avez toutes les données de la littérature sur l'urètre masculin. Série de la Mayo Clinic, 52 cas. Et vous voyez les symptômes, essentiellement rapportés sous forme d'incontinence, donc de gouttes retardataires, ce qui est assez logique. Une localisation antérieure 83%. Et alors dans les étiologies, vous retrouvez essentiellement du post-opératoire ou alors des lésions traumatiques, seulement 8% de soi-disant diverticules congénitaux. Les aspects typiques, voilà, l'examen de référence, ça reste la cystographie, puisque ça va bien explorer l'urètre antérieur en remplissage et en miction. Il y a aussi la cystoscopie, évidemment, pour essayer de voir l'orifice. L'IRM n'a pas vraiment d'intérêt. Alors voilà, ici, en cystographie, vous voyez très bien la poche, ainsi que son origine. Les diagnostics différentiels, il n'y en a pas vraiment. Alors, il y a les glandes de Cooper. Bon, une fois qu'on connaît, on ne se fait pas avoir. Et puis, il y a cette discussion entre diverticules et simple dilatation urétrale en cas de valve antérieure. Alors, voilà la glande de Cooper. Je vous rappelle, c'est une petite glande qui naît de l'urètre bulbaire. Et ça, c'est pas un extravasa, c'est pas un diverticule qui se remplit, c'est juste le tissu glandulaire qui s'opacifie à rebours. Et vous avez généralement un très long canal qui vient communiquer avec l'urètre. Alors c'est sûr que si ce canal est un peu ballonisé, éventuellement on peut décrire des diverticules qui n'existent pas. Et puis voilà le cas de l'urètre, des valves de l'urètre antérieur, où ici vous avez une sténose serrée. Et certains auteurs font un subtil distinguo entre un pseudo-diverticule avec une simple dilatation finalement en amont de la sténose et un diverticule vrai qui pourrait éventuellement faire la différence. C'est que vous avez ici un corps spongieux qui est complet, alors qu'ici il y a un défect dans le corps spongieux. Alors là, l'IRM peut peut-être apporter un peu, mais c'est de la pédiatrie, ça sort vraiment de mon domaine de compétences. Voilà donc en conclusion, rôle majeur de l'imagerie dans le diagnostic et le bilan des diverticules. Chez la femme, l'IRM est certainement l'examen de choix avec la cystographie ou la cystoscopie en appui. Et chez l'homme, la cystographie, je pense, reste l'examen de référence avec l'appui de la cystoscopie. Voilà, et pour finir, on va voir si vous avez dormi ou pas. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Bartholin, attention, Bartholin, c'est postérieur. Vous voyez, alors vous avez là le vagin, on a mis du gel dedans de façon à bien le baliser. Donc, vous voyez, c'est plutôt à la partie antérieure et c'est juste pile en regard de l'urètre. Donc, ça, c'est un kyste des glandes de Skene. Là, c'est plus compliqué. Et là, franchement, voilà. Vous voyez, pas de communication. Donc, c'est c'est une poche simple. Pas de communication visible. C'est un peu proximal, donc c'est là où il faut penser au kyste de Gartner. Voilà. Juste derrière l'urètre.
Et puis là, celui-là c'est facile, hein, c'est l'aspect typique finalement le plus fréquent des diverticules de l'urètre. Voilà, je vous remercie.